Mmh. Vous voyez Perpignan où c'est? Cette ville qui est très très au sud de la France et qui récemment a été connue pas pour des belles choses. Un coup ça a été la sécheresse, un coup ça a été Nasdaq, donc un épisode assez sombre et pas trop valorisant pour la ville. Mais en fait, vous connaissez vraiment ce qu'il y a autour de Perpignan? Parce que c'est ça en fait qui est intéressant, c'est que c'est dans une région frontalière. On est au sud de la France, on a la frontière espagnole qui est juste à côté, et il y a eu vraiment des épisodes importants pour toute l'histoire de la France et de la région en général. Donc dans un des sommets qu'on a déjà parcouru, on va s'intéresser à un des vestiges de la région qui a peut-être été important ou pas. Donc, De l'occupation romaine aux frontières passées et modernes des Pyrénées, laissez-moi conter l'histoire du château d'Utréra. On zoome un peu sur le site montagneux des Albères pour tomber ici, proche des Albères, près d'Argelès, à la frontière franco-espagnole. Comment de son étymologie Vulturaria, qui signifie aire des vautours, on est passé à un positionnement militaire. Il faut remonter un petit peu dans le temps pour voir apparaître les premières mentions du château, en l'an 673 environ. Mais avant ça, on va noter un petit détail. Si le château tel que nous le connaissons aujourd'hui ressemble à ceci, malgré ses ruines, on ne pouvait même pas parler de ceci à ses débuts. ce mont Rocheux il a d'abord été occupé par les Romains, ce qui a permis de faire les premières fondations. Et son rôle premier, justement, il a été de sécuriser les voies commerciales. Et oui, parce qu'à cette époque, avec les frontières naturelles des Pyrénées, on avait déjà une zone de tampon et de transfert de marchandises. Il était donc avant tout à usage militaire. Un peu comme Collioure qui était un site de surveillance et de défense naturelle, contrôlant principalement les marchandises venant de la Gaule et de l'Hispanie. Mais ça ne dura pas longtemps. L'affaiblissement de l'Empire romain d'Occident permit aux Wisigoths, peuple germanique originaire de Scandinavie méridionale, de s'installer. À la recherche des terres stables et des ressources après des décennies de migration et de conflits, ils s'installèrent progressivement en Gaule, puis en Hispanie. Après le sac de Rome en 410, il se voit attribuer l'Aquitaine par l'empereur romain Honorius en 418. Ils étendent ensuite leur royaume vers le sud, notamment en Septimanie, qui réunit alors dans nos temps modernes Narbonne sa capitale, et les actuels départements de l'Hérault, l'Aude, le Gard et une partie des Pyrénées orientales. Ils le conquièrent vers 462 et restent sous leur contrôle jusqu'au 8e siècle. Et Utrera dans tout ça alors? Justement, un nom à retenir, celui de Julien de Tolède, archevêque de cette même ville en 680. Sans ses écrits en 673, on n'en saurait pas plus sur les débuts de cet endroit. Il est un des témoins et chroniqueurs clés de l'histoire wisigoth, de leur stratégie militaire et administrative dans la région. Lui-même était un des principaux artisans de la réforme religieuse et politique des Wisigoths, puisque lui-même était issu d'une famille aristocratique wisigoth qui s'était convertie au christianisme nicéen, donc en fait le catholicisme. Et d'ailleurs, un nom s'illustre parfaitement dans cette grande organisation, c'est le roi Wamba. Considéré comme le dernier grand roi wisigoth, marquant la fin d'une époque de stabilité relative, avant le déclin du royaume face aux luttes internes et à l'invasion musulmane, il est surtout connu pour de nombreuses batailles. Mais un conflit en particulier l'élève au rang de grande figure, celui avec le duc Paul, gouverneur de Septimanie, qui se révolte contre ce dernier, nouvellement élu. En fait, Paul se programme roi de Septimanie, avec le soutien des élites locaux et auxiliaires francs et aquitains, qui se fragilise alors pour le pouvoir central de Wamba, basé à Tolède, en Espagne. On rappelle que pour la Septimanie, les Pyrénées orientales actuelles est une région stratégique, car elle contrôle les passages entre l'Hispanie et la Gaule. Et justement, Utrera fait partie des emplacements stratégiquement clés. Wamba comprend assez vite l'importance de ce site, et l'intègre, comme d'autres, progressivement pour créer un ensemble de forteresses côtières et de places perchées indispensables. Collioure, prise sur la côte, contrôle les approches maritimes et du littoral. Vulturaria, Utrera, forteresse perchée sur un esperon granique, domine la plaine du Roussillon, contrôle les vallées et le col menant vers l'intérieur. Sa conquête a permis d'isoler les ressources et les voies de repli des rebelles. Livia, en Cerdagne, place dans l'arrière-pays des voies alpines, neutralise d'un point d'appui intérieur transfrontalier. Narbonne, grand centre urbain et nœud administratif en Septimanie. En le sécurisant, Wamba coupe la tête du mouvement. Nîmes, dernier foyer de la résistance où Paul se retire avant de se rendre. Sa chute scelle la réussite de l'opération. Notre château a donc joué son rôle stratégique. Après la chute du royaume wisigoth en 711 et la conquête musulmane de la péninsule ibérique, l'actuelle Espagne, le Roussillon passe alors dans une zone de transition militaire entre le royaume d'Espagne musulman et le royaume franc. Une fois qu'on a dit ça, la stratégie du futur château d'Utrera reste la même. Il va changer de visage, mais garde ses mêmes fonctions.
Quand Charlemagne devient roi de Franc en 768-771, la région n'est pas directement conquise ou gouvernée par ce dernier. N'étant pas la priorité du roi franc, on donnera le nom de Marche d'Espagne pour cette zone frontalière un peu floue, sous influence franque, mais principalement sous contrôle musulman ou local. Une zone tampon défensive entre deux grandes puissances. Quant à Utrera, on l'améliore alors. Transforme ses défenses, son périmètre, comme le pic Saint-Michel Nord. C'est les fouilles entreprises depuis juillet 2000 qui nous expliquent que on observe des réaménagements des terrasses et l'ajout de structures de défense. Probablement palissades, murs en pierre sèche et peut-être une tour en bois, type motte primitive. Le mobilier archéologique devient plus rare mais plus homogène. Verre recyclé, céramique commune, outils domestiques et agricoles. Utrera n'est pas seulement un refuge antique, il devient un consortium carolingien, sous la tutelle d'une autre autorité locale, Viticomte, abbaye ou comte du Roussillon. À partir du Xe siècle, l'autorité carolingienne s'effondre. Le Roussillon et les Albert passent alors sous l'influence des comtes catalans. C'est probablement à cette époque qu'Utrera devient une structure féodale des Albert. Chaque sommet porte un petit pouvoir seigneurial. Le site prend alors pleinement sa forme qu'on imagine tous, c'est-à-dire ce château féodal où tout le pouvoir central est localisé dans ce même château. Corps logis sur le sommet, murs d'enceinte renforcés, chapelle attenante et citerne principale qui est toujours fonctionnelle. C'est cette phase qui correspond au château d'Utrera tel que nous connaissons, avec sa forme finale de château médiéval connu dans les traditions locales. Mais voilà, à cause de tensions entre France et Espagne, le château va reprendre de l'intérêt et ses fonctions militaires réactivées. Des va-et-vient, il va y en avoir suffisamment pour que finalement le château d'Utrera devienne une forteresse militaire secondaire. Mais voilà, en 1659, c'est le traité des Pyrénées qui cède le Roussillon à la France. Malgré cette paix, entre guillemets, durable, des tensions existent toujours dans la région et des troupes militaires de la résistance pro-espagnole menacent toujours les environs. En fait, ce château, il était mal situé puisqu'il était administré conjointement avec l'archidiaconé du Val-Espire. Et justement, pour éviter la répétition des conflits, Jeanne, avec l'aide du maréchal Schumbert, y détruisit donc la chapelle, où en fait, là où était situé l'ancien château, à coup tout simplement d'exploser. Et justement, le château, en fait, il finit par être oublié totalement des locaux. Et oui, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, après toute cette période de conflit, la région elle devient vraiment stable. Les villes s'agrandissent, Perpignan s'agrandit, tous les petits villages deviennent des communes plus importantes, les terrains agricoles s'élargissent et la région devient plutôt une zone agricole de grande envergure. Après, malgré toute son histoire, le château contrôlait quand même une zone assez vierge. C'était une zone assez marécageuse qui ne servait principalement qu'à l'agriculture. Aucune ville et aucune bâtisse importante n'était à protéger, c'était simplement une zone de passage. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet, sur nos pages Instagram et nos différents réseaux. Je vous laisse liker, partager la vidéo. Ça, c'est le premier épisode d'une grande série qui racontera l'histoire du Roussillon à travers tous ses sommets. Et comme on dit toujours, point PO, Visca, Catalunya.